Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui est maximiser l'efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation des processus et de la data organisée justement par Finance Innovation. Finance Innovation qui est un pôle de compétitivité aujourd'hui créé par le ministère de l'économie dans le but justement de fédérer un peu tous ces acteurs de l'écosystème et qui est dédié en fait à la transformation numérique et durable de l'écosystème financier au travers de l'accompagnement de tous les projets innovants portés par ces belles startups aujourd'hui de la finance, mais aussi par ces beaux prestataires de services technologiques ou voire même des grands groupes aujourd'hui ainsi, ainsi que l'identification des tendances d'innovation et l'un des buts, premiers de Finance Innovation, c'est d'animer tout un écosystème, financier de 600 membres aujourd'hui au travers de cette filière, que ça soit l'assurance, la banque, la gestion d'actifs, la finance durable et solidaire, l'immobilier, la gestion et finance d'entreprise ou bien même tout ce qui concerne les cryptoactifs, qui récemment, depuis janvier 2024, a ouvert ses portes depuis 2024. Et le but premier aujourd'hui de Finance Innovation, c'est d'animer tout un réseau. Et justement, au travers de ce réseau, de nouvelles technologies, on peut constater aujourd'hui que l'effet dynamisant, que ça soit autour de l'IA générative, que ça soit autour des nouvelles technologies en soi, dans la globalité, permet justement une meilleure efficacité opérationnelle ou meilleure performance opérationnelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va faire un focus autour de l'IA et de la data aujourd'hui, avec comme panel, euh, donc aujourd'hui, vous avez OVH Cloud représenté par David Tonda aujourd'hui, Gilles Moïse par Recital aujourd'hui, Michel Ramos avec API Data et bien entendu, tout ce webinaire sera modéré par Vivian Brunel qui est au sein de Nexialog aujourd'hui. Euh, Sans plus tarder, je pense que je vais laisser la parole à Vivian pour qu'il puisse un peu plus vous expliquer le contexte de ce webinaire et dérouler justement cette belle table ronde. Oui, Vivian, c'est à bonjour à toi. tous et merci à Peter Elias de cette introduction. Merci à Finance Innovation d'organiser ce webinaire qui va être passionnant. Je suis très enthousiaste d'animer ce panel aujourd'hui. Nous avons 3 intervenants, à la fois entrepreneurs, experts, mais aussi penseurs de leur domaine. Alors, c'est vrai que ce sujet, maximiser l'efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation et les processus data, peut paraître tarte à la crème à première vue. Si nous automatisons les processus, on va en tirer des bénéfices, c'est certain. On va aller plus vite, ça va coûter moins cher, ça va être plus performant. De même, qui va nous dire aujourd'hui qu'il est inutile d'exploiter la donnée de l'entreprise et que on va faire aussi bien que les concurrents en ayant une approche frugale sur la data. Pas grand monde à mon avis. Et pourtant, tous ceux qui ont automatisé des processus, implémenté des solutions, euh, exploité les bénéfices de la data savent qu'il n'y a quand même rien d'automatique à avoir des bénéfices tangibles sur l'usage de la donnée, sur l'automatisation. D'abord, c'est une chose complexe. C'est un art qui requiert à la fois savoir-faire, mais aussi parce que les technologies engendrent de nouveaux risques. Voilà, il ne s'agit pas de balayer ces risques du revers de la main, parce que tôt ou tard, on pourrait le regretter. Donc, améliorer l'efficacité tout en améliorant la sécurité, en garantissant la souveraineté, voilà les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Et c'est une gageure, voilà la gageure. En 2 mots, il suffit pas d'appuyer sur un champignon et de foncer. Il faut aussi rester sur la route pour gagner la course. Donc, j'accueille aujourd'hui, en effet, Gilles Moïse. Gilles est fondateur et CEO de Recital, donc une société de la French Deep Tech, spécialisée dans l'IA pour le traitement automatique des documents. Gilles, tu es aussi l'auteur de ce livre, Donnerons-nous notre langue au chat GPT. Alors je vous montre ce livre aussi parce que je l'ai lu, je vous le recommande. C'est un livre voilà, passionnant, une lecture passionnante qui est très documentée avec toutes les références et c'est vraiment un livre très utile. Bravo Gilles, merci pour le livre et bonjour à toi. Bonjour à toi, merci beaucoup. On accueille aussi David Tonda.
David est Solution Architect chez OVH Cloud. Alors, parmi tous les sujets qui tiennent à cœur à David, il y a celui de la souveraineté numérique. David, tu vas nous expliquer pourquoi l'efficacité opérationnelle ne peut pas se faire à n'importe quel prix. David, bonjour. Bonjour. Et enfin, nous accueillons Michel Ramos, DG, directeur technique d'API Data. API Data qui est un éditeur de modules spécialisés en assurance de personnes. Chez API Data, toi, Michel, tu construis un écosystème ouvert, sécurisé, haute performance. Tu as rédigé récemment un article dans l'Argus de l'assurance dans lequel tu expliques pourquoi l'industrialisation des flux de données et la rationalisation des systèmes d'information sont essentiels à la maîtrise des coûts. Et voilà, nous sommes en plein dans le sujet. Michel, bonjour. Bonjour. Voilà, alors on va structurer cette table ronde, on va échanger tous les quatre pendant une quarantaine de minutes. On va laisser aussi un peu de temps pour vos questions. N'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit à l'issue de cet échange en prenant la parole. Dans un premier temps, on va parler d'efficacité opérationnelle. Dans un deuxième temps, on va parler de sécurisation des traitements. Je vais d'abord commencer avec toi, Michel, chez API Data. Moi, ce que je trouve passionnant dans votre vision, c'est finalement d'inverser la vision mainstream. On parle souvent de l'humain augmenté. Vous construisez des chaînes processées, contrôlées de bout en bout, automatisées d'une certaine façon. Elles sont augmentées par l'humain. Alors, je voulais voir comment vous organisez cela, comment vous faites cela, et puis plus largement aussi, si on se place dans une vision un peu plus moyen terme, quels bénéfices, toi, tu vois dans les systèmes experts, les moteurs de règles, au XXIe siècle, qui sera peut-être le siècle de l'intelligence artificielle générative et peut-être générale. Eh bien, en fait, nous, on a vu un petit peu le problème à l'envers. Ce qu'on a construit, en fait, on l'a construit sur la base de contraintes réglementaires. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est le marché de l'assurance de personnes, la santé et la prévoyance, et on sécurise un peu plus d'1 milliard d'euros de passifs pour des clients qui sont dans le top 10 de l'assurance. Comme on est sur de l'information réglementaire, on a une vision un petit peu plus comptable aujourd'hui que les autres de ces données, mais néanmoins, on est aujourd'hui face à une croissance des coûts et un pouvoir d'achat des individus qui diminue. Notre approche chez API Data, ça a été en fait de construire un écosystème avec des modules spécialisés et urbanisés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va traiter des millions de données tous les mois, et que ces millions de données, elles sont traitées sur des processus qui sont humainement et techniquement ingérables, sauf que, en fait, on va processer l'information qui sera elle-même urbanisée, donc ne sera donnée qu'aux outils qui en ont besoin, au travers d'accompagnement de systèmes experts. En fait, on a un moteur de règles qui, tout au long du traitement de l'information, va dire, bon, ok, techniquement, l'information, elle est correcte, puisqu'elle doit être, à un moment donné, validée par la CPR. Techniquement, elle est correcte. Ensuite, on va avoir un accompagnement aux humains pour traiter pas des millions de factures et leur dire, celles-là sont bonnes, celles-là ne sont pas bonnes, jusqu'à la distribution pour que l'information soit parfaitement transparente. C'est-à-dire qu'elle sera toujours explicable. Quoi qu'il arrive, on sera toujours capable de remonter sur les pistes d'audit de l'information origine, qui est un peu notre cœur business, c'est-à-dire la gestion déléguée. Alors, je vais peut-être pas l'expliquer là aujourd'hui, mais la gestion déléguée, c'est l'axe de développement aujourd'hui des assureurs. Voilà en gros en fait en quoi on accompagne nos clients et pourquoi on intervient à la fois sur la qualité de la donnée et le ROI des assureurs qui ont besoin de moins de personnes pour traiter un ensemble d'informations qui est colossal. Voilà, si ça répond à la question.
Ah, ton micro est coupé. Merci. Dans une perspective plus générale, quelle est ta vision des choses sur les systèmes experts, leur utilité dans le siècle d'aujourd'hui, on va dire? Alors, pour moi, c'est très complémentaire en fait. Quand je disais qu'on avait vu les choses un petit peu à l'envers, c'est que, on va dire, le process automatique accompagné de systèmes experts, il est très efficace. Par contre, nous, on a un cycle de qualité. La donnée, elle est qualifiée, propre à l'arrivée. Quand on arrive dans nos outils, puisqu'on a des modules analytics aussi, là, on peut rentrer dans un monde où on a de l'information propre qui peut être à disposition de l'IA. Par exemple, la recherche de tarification pourrait tout à fait être confiée à un système un peu plus IA générative, qui serait plus efficace que ce qu'on fait nous en amont. Par contre, c'est bien un complément, c'est-à-dire la qualité de la donnée, c'est des choses répétitives qui ne peuvent pas varier. On est tout le temps dans les mêmes règles, jusqu'au moment où on va arriver à détecter des choses qui pourraient être intéressantes et que nous, on n'aurait pas vues. Donc, je pense que c'est un complément. Chaque outil a sa place, quoi. Une fois qu'on a de la donnée propre et qualifiée, l'IA peut être extrêmement performante. Donc, nous, on n'est pas très fort là-dessus. Pour l'instant, c'est plutôt nos clients qui utilisent nos données pour ça. Mais on leur donne les outils pour le faire. Voilà. Très bien, merci. Gilles, vous avez une approche qui est basée sur l'IA pour le traitement automatique des documents. Alors peut-être tu vas nous présenter aussi l'activité de Récital. Comment chez Récital vous développez, vous déployez une vision SaaS, Software as a Service, de l'intelligence artificielle? Oui, ben effectivement, grande question et puis très bonne question aussi sur moteur de règles versus machine learning, etc. En fait, on se rend compte que les deux approches ne s'opposent pas mais se complètent. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec la nouvelle vague d'IA générative qui arrive en ce moment. En fait, on n'a jamais un modèle qui va remplacer tous les autres. On a plutôt des modèles qui se superposent avec chacun leurs forces et leurs faiblesses. Donc, pour me présenter rapidement, donc voilà, moi je suis le président de Récital. Récital, c'est un éditeur de logiciels qui édite une plateforme de traitement automatique des documents. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se brancher à des boîtes mail, on va se brancher à des serveurs de fichiers et on va pouvoir analyser ces mails, ces fichiers pour faire suivre le mail à la bonne personne, extraire les informations pertinentes, le catégoriser, analyser les pièces jointes, extraire les informations, faire un ensemble de vérifications métiers sur ces informations et ces catégories, puis déposer le tout dans un ERP, dans un CRM, dans une GED, dans un système de fichiers, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est d'automatiser au maximum les tâches récurrentes, rébarbatives, chronophages, qui vont être réalisées par des milliers de gestionnaires, de conseillers clients, etc. Et pour revenir sur cette question de machine learning versus système expert, mais en fait, les deux sont utiles, mais simplement, ils ne s'appliquent pas aux mêmes choses. Le machine learning, ça permet d'automatiser des actions qu'on ne sait pas décrire sous forme de règles. Pourquoi les systèmes experts sont arrivés à un plafond au milieu des années 80, et ce qui a donné le premier hiver de l'IA, c'est parce qu'en fait, on pensait qu'avec des systèmes experts, on pourrait tout simuler, on pourrait tout automatiser. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas décrire en règle. Par exemple, la manière dont vous comprenez ce que je vous dis, c'est-à-dire la manière dont votre oreille récupère du son, l'envoie sous forme d'influx nerveux à votre cerveau, et à partir duquel vous créez, en tout cas je l'espère, un sens, eh bien cette mécanique-là, personne ne peut la décrire avec des règles. On ne sait pas comment ça marche. Et c'est pareil pour la vision. Les pixels que nous envoient nos yeux, on est capable de créer un sens et une interprétation par rapport à une scène. On ne sait pas le décrire sous forme de règles. Et donc, quand on ne sait pas décrire sous forme de règles, eh bien, on donne plein d'exemples et on laisse la machine adapter ses paramètres pour qu'elle-même réussisse à interpréter ça. Et donc, c'est pour ça que Yoshua Bengio disait ça aussi. Il reprenait les concepts de Daniel Kahneman, de système 1 et de système 2. Il dit, il y a un système 1 de bas niveau, l'audition, la vue, la compréhension de base.
qui, elle, va être mieux faite par des systèmes de deep learning aujourd'hui. Et nous, quand on a besoin de ça, on utilise du deep learning. Par contre, quand on veut appliquer des règles métiers pour dire, par exemple, dans une facture, la somme des lignes, ça doit être égal au total hors taxe, ou le nom et le prénom que j'ai extrait dans cette déclaration de sinistre, je dois les retrouver dans mon CRM, ça ne sert à rien d'entraîner un truc avec 10 000 exemples pour ça. Il suffit de coder la règle. Et bien là, on est dans le système expert. Parce qu'on est dans l'explicable, on est dans ce qui peut se décrire avec une règle. Donc voilà, vraiment, ça ne s'oppose pas. Au contraire, ça se complète. Alors, sur votre site internet, il y a un certain nombre de publications, de travaux de R&D. Comment finalement vous transformez la R&D, donc une activité d'innovation, en efficacité opérationnelle, en service utile, efficace pour vos clients? Bah ça, pour moi, c'est vraiment le travail de la start-up. Moi, Récital, c'est une structure que j'ai créée après une thèse à Jussieu, à Sorbonne Université, justement sur la génération automatique de texte. C'était 10 ans avant ChatGPT, donc on avait d'autres techniques à cette époque-là qui étaient beaucoup moins efficaces. Et malgré tout, on cherchait déjà dessus. Et effectivement, le travail du fondateur de start-up, c'est de faire justement cette transition-là. Donc, comment on fait? Eh bien, en fait, il faut avoir un pied dans chaque monde. Il faut avoir un pied à l'université et un pied dans l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on apprend à dire ah bah tiens, nous je sais que la première brique qu'on a eue dans notre plateforme de traitement automatique du document, ça a été du traitement automatique de mail. Pourquoi? Parce que je sortais d'une mission chez Crédit Agricole où la personne m'avait dit oh là là, quand même, quand on pense à tous ces mails qu'on reçoit et aux heures carrées que les conseillers y passent. Et là, je me suis dit, ah, mais il y a des algorithmes de classification qui pourraient être pas mal pour ça. Et donc voilà, en gros, il faut avoir à la fois la connaissance, je dirais, académique, scientifique, et la connaissance métier, business, et puis établir des passerelles entre les deux. Alors maintenant, évidemment, je ne fais pas tout seul. On a plus d'une quinzaine de développeurs. Et puis ensuite, évidemment, des commerciaux, etc. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, il y a des gens. Bon, moi, je code depuis longtemps, donc j'ai fait beaucoup de code aussi chez Recital, mais ce que je veux dire, c'est que ce pont-là, il va être fait aussi justement avec des UX, avec des développeurs qui vont traduire ce besoin métier avec des briques d'IA en un logiciel. Alors justement, ensuite, comment tu transformes, parce que c'est vrai que l'IA appliquée de manière un peu mécanique, ça peut nous conduire un peu en dehors de la route, hein, un peu dans le mur dans certains cas. Comment tu donnes à tes clients sur la plateforme pour transformer donc cette IA en service de plateforme? Comment tu leur donnes aussi les moyens de garder le contrôle? Alors, ça ensuite, c'est des moyens, je dirais, nous, c'est ce qu'on appelle souveraineté by design. Donc, c'est souveraineté parce qu'évidemment, tout va être hébergé en France, en l'occurrence, chez OVH, mais également souveraineté parce que les données de nos clients ne sont pas partagées avec les autres. Donc ça, c'est déjà, je dirais, la première garantie. Et ensuite, effectivement, pour leur permettre d'utiliser cette IA, mais là encore, en fait, on a développé tout un studio qui va leur permettre de déposer de la data, de la noter, d'entraîner des modèles. Tous les entraînements sont faits effectivement sur notre pool de serveurs chez OVH, soit en GPU, soit en CPU, en fonction des modèles qu'on entraîne. Et ensuite, l'objectif ultime de l'IA, ça c'est un peu ce que disait Randindi à l'époque de Snips, mais c'est aussi ce que dit Tim Cook chez Apple. Ils disent en fait, pour nous, l'IA, on doit jamais l'avoir. Et moi j'aime bien cette approche-là, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on parle à des gens qui sont du métier, ils veulent juste que le flux de mails, le flux de PDF, le flux de tous les documents et données numériques qu'ils reçoivent soit automatiquement traité pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier, c'est-à-dire un remboursement, c'est-à-dire une relation client, etc. Donc voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, dans notre plateforme, il y a quand même toute une partie studio. Et là, effectivement, quelque part, on voit l'IA, puisqu'on fait la data, on entraîne les modèles, on voit les training scores, etc. Puis ensuite, il y a toute la partie de prod, où là, en fait, on voit les flux de documents, on dessine son workflow, on a notre reporting, et à la limite, que ce soit de l'IA ou pas derrière, les gens s'en fichent un peu, quoi. Et tant mieux. Alors, David, toi, tu es chez OVH, tu vas nous expliquer un petit peu
va pas faire le tour de tous les services d'OVH, évidemment, mais nous expliquer un petit peu ce que vous proposez en termes d'infrastructure, de services pour l'automatisation, pour l'accélération des processus. Quels sont les cas d'usage dans leur grande typologie, hein, mais que vous voyez passer le plus chez OVH? Quelles sont les tendances en matière d'automatisation, d'efficacité opérationnelle? Comment vos clients vous adressent leurs demandes quand ils cherchent à faire des gains d'efficacité? Très bien, je vais commencer par me présenter. Donc David, effectivement Solution Architect au sein de la direction des produits d'OVH Cloud. Donc en gros, mon rôle, c'est de conseiller la direction et les équipes qui produisent les options qu'on a chez OVH sur les sujets d'IA et Analytics. OVH, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cloud provider. C'est le plus gros européen d'ailleurs, avec pratiquement 3000 employés, 38 data centers dans le monde, 1 milliard d'euros de CA, 1,6 million de clients. Alors, c'est parce que historiquement, on est plutôt connu pour tout ce qui est nom de domaine et hébergement de sites web. Mais donc maintenant, on fait aussi tout ce qui est infrastructure pure, donc de la puissance de calcul, du stockage, du réseau, que ce soit pour les petites ou les très grandes entreprises. Et on propose aussi maintenant des produits très très orientés AI, okay, que ce soit pour des experts, donc les entreprises qui vont vouloir créer leur modèle, les déployer eux-mêmes, ou pour les entreprises qui n'ont pas forcément d'expertise et simplement veulent consommer de l'IA. Alors, on reviendra peut-être dessus. Tu posais la question de qu'est-ce qu'on voit ces temps-ci. Alors, c'est évident, hein, en particulier sur la partie automatisation, c'est les demandes autour des LLM. Donc les LLM, les Large Language Models, qui sont les modèles qu'on retrouve derrière les choses type ChatGPT. Les demandes, elles viennent vers nous surtout avec une volonté de dire bon, je veux l'avoir chez OVH parce que j'ai une confiance dans OVH. Ils n'ont pas forcément confiance dans tous les éditeurs, dans tous les fournisseurs de services. Donc il y a effectivement un lien à la souveraineté. Ou alors parce qu'ils veulent simplement avoir leur modèle privé. Donc être certain qu'il n'y a rien qui est partagé. Et ça arrive de plus en plus donc autour des LLM parce que clairement les entreprises se rendent compte que ces LLM ça sert à bien plus que simplement faire du chat. Okay. Ce qu'on va retrouver beaucoup c'est maintenant d'utilisation pour des fonctions. Donc j'utilise un LLM pour extraire d'un texte une information structurée, pour classer les choses. On va souvent les retrouver avec du RAG, donc le RAG en anglais Augmented, Retrieval, Augmented Retrieval, pardon. En gros, il s'agit de permettre à une IA d'interroger une base de connaissances. Donc extrêmement utile parce qu'on peut lui donner une base de connaissances qui est liée à l'entreprise. Donc on trouve beaucoup de choses autour de ça, des choses comme des bases de données vecteurs ou des modèles d'embedding qui sont nécessaires pour créer ce genre de use case. On voit aussi beaucoup de choses qui sont tirées par le LLM, en particulier tout ce qui est text-to-speech, speech-to-text, donc du texte vers la parole et de la parole vers le texte, parce que justement, le LLM permet de faire le pivot entre ces deux-là. Donc on parle à l'IA, elle sent un texte et finalement ça tient une parle. Donc on voit beaucoup de choses qui tournent autour de ça, des demandes autour de ces briques qui permettent d'automatiser énormément de choses dans les processus. On voit aussi un peu tout ce qui est autour du fine-tuning. Donc le fine-tuning, c'est le concept de dire je prends un modèle existant qui est généraliste et je vais l'entraîner sur un sujet particulier ou un scope particulier. Ce qu'on voit beaucoup chez nous, c'est la volonté d'avoir des modèles très français, hein, parce que sur certains domaines, c'est des domaines techniques, en particulier la finance ou légal. Il faut des modèles qui sont extrêmement bons en français, ou alors simplement qui ont une expertise dans un domaine particulier. Donc ça va être santé ou assurance, voilà.
Donc une volonté de pouvoir réentraîner ces choses-là pour s'approprier les modèles. Et pouvoir faire ça d'une façon, encore une fois, souveraine au sein de l'entreprise. Quand vous avez des clients qui veulent améliorer leur efficacité, j'imagine ils vous parlent de ROI assez rapidement. Quel levier vous leur proposez? Quel levier d'action, quelle solution vous proposez pour améliorer les ROI quand vous avez ce type de demande un peu à brûle-pourpoint? Alors la stratégie de VH, c'est de travailler sur le qualité-prix, donc être vraiment concurrentiel, mais en même temps en faisant en sorte que vous ayez la conscience tranquille d'un point de vue émission carbone. Voilà, donc la balance, c'est ça. Et comme je disais, on propose soit des produits assez simples qui permettent aux entreprises qui veulent créer leur modèle de les entraîner ou les déployer. Donc ça va être ce qu'on appelle AI Training, AI Deploy ou AI Notebooks. Et là, c'est vraiment vos propres infrastructures à vous. Ou ce qu'on appelle AI Endpoint. Alors, en l'occurrence, on l'a sorti en alpha il y a 2 semaines. Et je vous encourage à essayer parce que c'est absolument gratuit. C'est une API qui est absolument gratuite pendant la période d'alpha et de bêta, qui en gros met à disposition des modèles open source du marché pour simplement pouvoir les consommer via API. Donc ici, c'est plutôt l'aspect simplicité de consommation qu'on met en avant. Voilà. Et les entreprises, après, en fonction de leur use case, ils vont choisir une solution ou l'autre. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du temps que vous avez, de l'expertise. Et de finalement, est-ce que vous avez des grosses demandes ou des demandes constantes, des gros pics. Voilà. Ces pics étant eux-mêmes soumis à des processus d'automatisation pour leur gestion, j'imagine, chez vous. Vous avez des modèles là-dessus on parle d'autoscaling, donc c'est le fait que les serveurs sont capables de détecter qu'il y a beaucoup de demandes et simplement d'augmenter le nombre de serveurs ou de réduire le nombre de serveurs de manière automatique. Très bien, merci David. Est-ce que Gilles, Michel, vous avez des commentaires particuliers par rapport à... On va aller sur le sujet de sécurisation des traitements désormais, mais est-ce que là, à mi-parcours, vous avez des commentaires particuliers? Juste une remarque par rapport à ce qu'a dit Gilles, on a exactement la même approche. On est chez OVH, on est sur des serveurs qu'on maîtrise et on fait confiance à personne et on sécurise nos clients sur des environnements extrêmement séparés. Voilà. Et juste un mot, effectivement, sur la mise à disposition de LLM là chez OVH. Effectivement, c'est quelque chose qui est super important et notamment, alors là du coup à un niveau beaucoup plus applicatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde utilise ChatGPT au travail, à titre personnel. Là, il y a une très bonne étude qui vient de sortir là, qui montre que tous les étudiants, et donc ceux qui vont arriver dans nos entreprises à partir d'aujourd'hui et dans les prochaines années, utilisent un modèle type ChatGPT et s'attendent à le retrouver au travail. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient une des briques, un des éléments du package quand on arrive dans une entreprise. On a un ordinateur, un accès à Office et un accès à un bot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment ChatGPT qui est de très loin le plus utilisé. Et il faudrait qu'on ait des modèles aussi puissants comme Mistral Large. Nous, on fait énormément de tests en LLM, etc. D'ailleurs, on a lancé un projet open source qui s'appelle Ragtime, qui permet d'automatiser les tests et donc de faire ce qu'on appelle du LLM Ops sur donc les grands modèles de langue. Et effectivement, moi, je me languis de voir un Mistral Large disponible chez OVH, parce que là, du coup, les entreprises françaises et européennes n'auraient plus du tout de réticence à aller ouvrir un accès à leurs employés. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, même un Mistral Large, aujourd'hui, on sait qu'il part chez Amazon ou chez Microsoft. Donc, du coup, il y a quand même des entreprises qui renaclent un peu. Si on l'avait chez OVH, ça serait très bien. Là, j'ai vu que pour l'instant, c'était plutôt des Mistral 8x7B qui sont quand même moins performants. Mais le Mistral Large chez OVH, moi, je n'attends que ça. Comment dépasser un jour. Les prochains, c'est les 8x22 dans les semaines. D'accord. Déjà.
Parlons à présent peut-être de sécuriser les traitements, comme on le mentionnait en début de session. C'est un des éléments absolument essentiels dans de l'efficacité. Gilles, la sécurisation de l'automatisation by design, comment tu vois les choses au sein de Récital, et qu'est-ce que ça recouvre pour toi, en tout cas pour Récital? Alors, juste avant de répondre à ta question, je réponds en un mot à Steve là, qui pose une question sur le chat, qui dit pouvez-vous expliciter cette notion de Mistral? En gros, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on utilise donc le chat, qui est donc le chat de Mistral, ou ChatGPT, qui est donc le chat de OpenAI, eh bien en fait, les données vont partir, hein, donc tout ce qu'on va taper et ce qu'on va recevoir va partir sur des serveurs qui sont Microsoft ou Amazon. Et on sait que les serveurs qui appartiennent, qui sont opérés par des entreprises américaines, peuvent être ouverts et inspectés sans même un mandat de l'administration américaine depuis le dernier executive order de Joe Biden il y a un mois. Ça veut dire qu'en gros, toutes les données qui vont transiter sur des serveurs, même s'ils sont en France, tant qu'ils appartiennent à une société américaine, peuvent être investigués et inspectés. Donc même ceux de Mistral, dont on dit pourtant que c'est une société française qui fait le LLM français, etc., vu que leur modèle tourne sur des serveurs américains, alors les données qui circulent dessus peuvent être investiguées. Et donc du coup, il y a des DSI et il y a des entreprises qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et donc effectivement, moi ce que j'appelle de mes voeux, et donc voilà, je repasse la commande, c'est de dire quand est-ce qu'on aura ces modèles aussi puissants, mais sur des serveurs détenus par une entreprise française, sur lesquels les lois d'extraterritorialité américaine ne peuvent pas s'appliquer. Voilà, donc ça, c'était pour la parenthèse pour la réponse d'avant. Maintenant, sur le souverain by design, en fait, et d'ailleurs, ça revient, en fait, ça recoupe ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand on fait des solutions d'IA, on peut décider soit d'utiliser des briques toutes faites, type Azure AI, type Google AI, et donc construire sa solution avec ça. Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, qu'effectivement, tout ce qui va, à chaque fois qu'on va utiliser notre solution qui est construite sur des briques Microsoft, Google ou Amazon, eh bien, les données vont circuler sur leur serveur. Et d'autre part, ça veut dire qu'un jour, si on veut faire une solution on-prem, nous on a des clients qui nous disent votre solution elle est très bien, mais je veux pas que ça aille sur Internet parce que c'est de la donnée trop confidentielle. Et quand on utilise des services Google, Amazon ou Microsoft, on ne peut pas faire ça, puisqu'effectivement on dépend d'appels API à ces serveurs pour faire fonctionner la solution. Et donc nous, quand on dit qu'on est souverain by design, ça veut dire qu'en fait toutes les briques de notre solution, que ce soit l'entraînement des modèles, que ce soit les pré-processing, que ce soit tout le post-processing, que ce soit évidemment l'application, etc. C'est nous qui l'avons fait, alors avec des briques open source parfois, mais donc ça veut dire qu'on peut faire, nous c'est un peu ce qu'on appelle du traitement automatique des documents en mode avion. C'est-à-dire que vous mettez le mode avion sur votre truc, la solution marche toujours. Elle n'a pas besoin d'aller sur le web pour aller appeler des services externes pour fonctionner. Et ça, c'est de la souveraineté by design parce que ça veut dire qu'on peut le déployer chez un client, sur son cloud, où on veut, sans avoir forcément besoin d'une connexion à un serveur Microsoft, Google ou Amazon. Merci. Alors peut-être sur ce même thème de souveraineté by design, David, c'est un argument qui porte auprès de vos clients. Est-ce que c'est une offre qui monte? J'imagine que oui. Ah oui, c'est le minimum qu'on puisse dire. La souveraineté, c'est extrêmement clé, pas que sur la partie AI, mais on le voit quand même beaucoup sur la partie AI pour exactement les thèmes qu'a abordé Gilles. Alors effectivement, on parlait souveraineté vers design, c'est un point important chez OVH. Souveraineté, alors, moi je le mettrais de deux côtés. Souveraineté, effectivement, le plus important c'est par rapport aux lois extraterritoriales. Donc être certain que voilà, c'est vous qui décidez de qui peut avoir un accès à vos données et pas la justice américaine.
Donc, effectivement, c'est ces lois qui sont utilisées au mieux comme une épée de Damoclès et au pire comme vraiment de l'espionnage industriel ou économique. Chez OVH, on est immunisé contre ces lois extraterritoriales simplement par lier la structure, l'organisation et les process de l'entreprise. Okay, donc tout est fait pour. D'ailleurs, ça nous permet aussi d'obtenir des certifications comme le Secnum Cloud. Donc le Secnum Cloud, c'est la certification délivrée par l'ANSSI en France, qui est, on va dire, la plus contraignante. Donc on n'est pas uniquement dans la souveraineté, on est dans la souveraineté plus des couches de sécurité extrêmement contraignantes, et que voilà, beaucoup de nos clients nous demandent, surtout dans les domaines sensibles. Voilà. Je pense que l'autre partie de la souveraineté, c'est votre souveraineté, aux clients par rapport à nous. Donc c'est faire en sorte que finalement vous pouvez partir quand vous voulez. C'est-à-dire que nous on bloque pas, on n'a pas tous les produits qu'on met en place, c'est pas des technologies propriétaires, c'est des standards. Donc il n'y a aucune difficulté à rentrer ou à sortir de chez nous. Même pour la partie AI, pour la partie IA, nous, ce qu'on met à disposition, c'est des modèles open source. Et on n'a aucune volonté d'entraîner nos propres modèles. Donc ça, c'est assez important pour la confiance qu'on nous accorde, parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'intérêt à récupérer vos données et on ne sera pas non plus en compétition avec nos propres clients. Voilà. Donc il y a aussi une souveraineté vis-à-vis du cloud provider lui-même. En effet, travailler dans un environnement sécurisé sur lequel on a moins de contraintes pour opérer, ça permet aussi de gagner de facto tout de suite en efficacité. Donc c'est un facteur d'efficacité immédiat. Michel, concernant vous avez chez API Data un enjeu de transparence des traitements vis-à-vis des clients, vis-à-vis des autorités, la CPR par exemple chez vous. Comment vous parvenez à garantir cette transparence? Alors nous, on est sur de la donnée de consommation médicale, donc c'est vrai que c'est assez sensible en santé prévoyance. En fait, on a beaucoup investi nous sur l'écosystème, sur la partie urbanisation. À savoir que quand une donnée rentre chez nous, elle est immédiatement pistée et lorsqu'elle est consommée, en fait, on essaie de ne jamais la dupliquer. Elle est consommée sur le module où elle doit être et par exemple, si on devait fournir de l'information à Gilles pour qu'il nous fasse une étude de consommation, il n'aurait pas l'information de personne, il aurait juste l'information dont il a besoin. Ça, ce sont nos connecteurs en fait de discussion. Alors, on n'est pas en web service, on est sur du broker de messages pour être très rapide, puisqu'on a des gros volumes. On a mis au point en fait un système où toute l'information est tout le temps auditée, tout le temps suivie. C'est-à-dire que si quelqu'un vient consommer une information chez nous, on va le stocker pour dire celui-là, il a consommé tel type d'information. Donc la transparence, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de tout le temps expliquer à tout le monde qui fait quoi sur la donnée, et la possibilité aussi de justifier auprès de l'autorité de contrôle que le RGPD est respecté, on peut supprimer la donnée. Alors c'est un petit peu plus facile que sur les bases IA, puisque nous on est sur de la base de données traditionnelle, donc beaucoup plus facile, je pense. Mais néanmoins, tout l'axe et toute la philosophie de la solution, ça a été d'automatiser les codes aussi, puisque 90% du code qui est fait chez nous est fait par des machines. Mais tout a été fait pour que on puisse tracer tout le temps l'information et expliquer ce qu'on a fait avec. C'est valable pour le client, pour les autorités de contrôle, mais aussi pour les personnes, puisqu'on nous demande, nous, dans nos projets, de supprimer l'information des adhérents de nos clients. À partir du moment où un certain nombre d'années sont passées, nos propres clients n'ont plus le droit de garder de l'information. Donc on doit nous être en capacité de leur garantir qu'on peut la supprimer, par exemple, et expliquer ce qu'on en a fait. Voilà. Très bien, merci. Merci Michel. Sur peut-être je reviens à nouveau sur les LLM.
David, tu parlais d'industrialiser les LLM. Quelles sont les étapes? Comment on fait? Alors, en quelques mots pour faire ça. Et puis, quel type de contrôle, de garde-fous, les guardrails, comme on dit dans le jargon, faut-il mettre en place? Ok. Alors effectivement, pas forcément très simple à faire. D'abord, il faut choisir son LLM. C'est pas une mince affaire parce que il y en a. Enfin, je pense que ces dernières semaines, il n'y a pas une semaine sans des annonces de nouveaux modèles toujours aussi performants et complets. Donc, il faut être capable de choisir. C'est actuellement un peu le Far West. Okay, il faut être capable de regarder la licence du modèle, sur quelle langue il a été entraîné, sur quoi il est bon, sur quoi il n'est pas bon, quelle taille de paramètres. Donc, ce qui plus les paramètres, meilleur il sera. Mais donc évidemment, plus il coûtera cher à faire tourner, plus il consommera d'électricité. Voilà, donc c'est assez compliqué. Là, mon conseil, c'est de vous faire conseiller, hein, clairement. La solution de facilité, et ce que font beaucoup d'entreprises qu'on voit, c'est ils vont voir les leaders, ils vont voir le meilleur, le plus cher et le plus généraliste, et peu à peu, par itération, ils vont commencer à vous se rendre compte que finalement un plus petit modèle qui coûte moins cher et qui émet moins de CO2 finalement fait le taf, ou que il faut un modèle qui soit un peu plus spécialisé sur un donc première étape, déjà choisir le LLM, et déjà ça pas très simple parce que ça bouge beaucoup. Voilà. Deuxième point, c'est choisir effectivement sa solution technique. Alors un LLM pour faire tourner, alors les tout petits, on peut les faire tourner sur du CPU, donc des machines avec 100 cartes graphiques, c'est vrai, mais dans quand même la majorité, il faut des cartes graphiques. Et donc bon, déjà les cartes graphiques ça coûte cher, il faut savoir quelle carte graphique, donc ça dépend évidemment du modèle que vous avez sélectionné. Certains modèles ont besoin de certaines cartes graphiques en particulier, et puis cette carte graphique, comment est-ce que vous la consommez, et ça dépend de votre use case, mais aussi de finalement de l'affinité que vos équipes informatiques sur certaines technologies. Est-ce qu'ils préfèrent du bare metal? Est-ce qu'ils préfèrent des machines virtuelles, du Kubernetes, des conteneurs managés, ou simplement de l'API? Donc évidemment, la solution de facilité, c'est l'API, mais avec l'API, potentiellement ça peut coûter plus cher, et puis vous perdez aussi un peu en indépendance parce que vous savez pas vraiment ce qui se passe derrière. Donc il y a vraiment un choix là-dessus, et c'est un choix technique. C'est vrai que vous avez besoin d'un architecte informatique, donc pareil, faites-vous conseiller. Et je pense que le dernier point, c'est effectivement ce que tu as appelé les guardrails. Alors les LLM, c'est quand même de drôles d'animaux. Ils peuvent vous raconter n'importe quoi. Ils peuvent inventer des réponses, c'est ce qu'on appelle une hallucination. Ils peuvent répondre de deux manières différentes à exactement la même question. Ça, c'est parce que dans ces modèles-là, il y a une partie qui est un aléa dans l'algorithme. Et ça, c'est des choses qui sont parfaitement inacceptables dans un monde professionnel. Surtout si la réponse du LLM ou la décision prise par le LLM, finalement, elle a un impact business, elle vous engage. Donc, c'est là que il faut quand même être faut faire attention. Une option, c'est effectivement d'aller voir de dire on fait pas ça avec du LLM, c'est pas la solution à tout, et on va aller prendre des systèmes experts. Ok, si ça marche très bien, il faut utiliser ça. Ou alors, effectivement, rajouter des couches par-dessus ces LLM pour mettre des garde-fous. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pas encore extrêmement mûr maintenant, mais qu'on voit que se développe à très grande vitesse. Donc attention, LLM, pas toujours la bonne solution. Si vous n'êtes pas trop expert dans ça, regardez plutôt avec des entreprises comme Recital ou API Data pour finalement qui vous offrent cette surcouche de protection par-dessus.
Merci David. On va terminer, il nous reste quelques minutes avec Michel et Gilles. Alors, Michel et Gilles, on va reboucler la boucle. On avait parlé au début des systèmes experts, de l'intelligence artificielle, de la complémentarité de ces outils en fonction des cas d'usage et l'IA par des systèmes experts. Gilles, comment on contrôle les systèmes experts par des IA, Michel? Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, nous, on pourrait dire, puisqu'on a fait la première chose, la traduction, je vous verrai très bien, par exemple, Gilles, en consommateur de notre information en bout de chaîne, pour faire, par exemple, la détection de fraude. Puisqu'on a des millions de données qui pourraient, en fait, entraîner un modèle, pour qu'il puisse en fait détecter que quand on est malade, on suit une succession en fait d'actions, et cette succession d'actions à un moment donné peut avoir une aberration si elle est en répétition, et détecter des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, par exemple. Ce serait avec l'accord de nos clients, puisque les données ne nous appartiennent pas évidemment, mais ce serait parfaitement une suite logique dans ce qu'on fait pour aller sur des domaines qui sont pas maîtrisables par du moteur de règles. Oui, c'est ça. Et à l'inverse, on pourrait imaginer que les données qu'on extrait avec la plateforme Récital dans des documents, dans des PDF, dans des mails, on les envoie pour analyse métier chez API Data pour voir si c'est OK, s'il y a des aberrations, s'il y a des. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai qu'en fait, comment dire, les deux ne s'excluent pas. Vraiment, les deux fonctionnent ensemble. Ça, je crois que c'est vraiment important de le dire. Et alors, pour les LLM, effectivement, c'est vrai que la particularité, c'est qu'en plus, eux, ils vont générer du texte, potentiellement des paragraphes entiers, des pages entières. Et là, du coup, c'est beaucoup plus difficile d'aller voir si ce qu'ils disent est correct ou pas. Avant, dans les systèmes d'IA, ils allaient nous prédire une valeur ou peut-être extraire une date ou un nom. Donc ça, c'est assez facile de voir si c'est vrai ou si c'est faux. Ça se compare simplement. Mais un paragraphe, est-ce qu'il contient des choses fausses? Est-ce qu'il contient des choses vraies? Est-ce qu'il contient des choses litigieuses? Est-ce qu'il contient des choses biaisées? Etc. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça nécessite de l'analyse du langage. Et en fait, nous, en tout cas, c'est ce qu'on met en place dans le moteur de recherche qui est sur notre plateforme. C'est qu'effectivement, on va utiliser d'autres LLM pour évaluer la dimension linguistique, la dimension sémantique de ce qui va être généré par des LLM. Et ça, c'est des choses qui sont assez prometteuses, mais là encore, je dirais qu'on sort un peu de de la science exacte. Quand on a des règles, quand on a des théorèmes, quand on a des formules, les choses se déroulent, c'est impeccable, c'est propre. Là, on arrive sur des choses, on est dans le linguistique, donc on est dans l'interprétation, et c'est vrai que c'est une matière qui est plus molle et qui, du coup, nécessite de nouvelles approches. Merci à tous les trois. Alors ce week-end, sur la route, j'ai eu la bonne surprise de me rendre compte qu'il y avait toujours les fils, vous savez, qui sont positionnés sur les routes pour compter les voitures. Et je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne nouvelle, on n'a pas mis de l'IA à un endroit où il n'y en avait vraiment pas besoin. Voilà, c'est ça l'efficacité. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils, de plus en plus de technologies à disposition. Moi, ce que je retiens de l'échange, c'est que l'efficacité opérationnelle est une science vraiment vivante, en pleine évolution actuellement grâce à ces nouveaux outils. Donc, les progrès sont encore à venir et il y en a beaucoup devant nous. Je retiens aussi que ça nécessite de ne pas foncer tout droit les yeux fermés dans quelque chose qui nous conduirait à des impasses. Et David, tu l'as extrêmement bien rappelé. Faites-vous conseiller, c'est quand même très technique. Il y a de plus en plus d'outils. On voit que les anciens outils fonctionnent très bien, les nouveaux outils fonctionnent très bien aussi. Il faut du discernement pour les sélectionner, et ça, on aura toujours besoin de l'humain pour ça. Est-ce que dans l'assistance, il y aurait des questions pour notre panel de spécialistes, d'experts, soit par chat, soit vous pouvez prendre. L'avenir dans tout ça, demande Yann. Je ne sais pas qui veut prendre la question. Gilles, c'est vrai que le sous-titre de ton livre
c'est l'impact de l'IA sur notre avenir. Peut-être tu as des choses à dire là-dessus. Je dois répondre, mais très bien. Oui, l'avenir, évidemment. Enfin, moi, je suis pas Madame Irma. On a oublié de l'inviter aujourd'hui. Non, plus sérieusement, ce que je pense, c'est que les IA génératives ne vont pas nous remplacer tous et toutes. C'est un outil. C'est vraiment ça. Il faut le rappeler. L'IA n'a pas de volonté. L'IA n'a pas de projet. Il n'y a pas des IA qui vont se mettre ensemble pour renverser l'humanité. C'est vraiment, on est à des années-lumière de ça, et heureusement. En revanche, c'est un outil qui est très puissant et qu'il faut utiliser et qu'il faut intégrer dans ses habitudes de travail. Et donc, c'est pour ça que je citais l'étude là que je viens de voir là avant le webinaire. Donc voilà, ils disent aujourd'hui 99% des étudiants l'utilisent, certains tous les jours, d'autres régulièrement, un peu moins régulièrement. Mais voilà, c'est vraiment un outil qui est rentré, tout comme Google. En 98, on s'est mis à utiliser ça et puis c'était très pratique. Ça n'a remplacé personne, ou peut-être si certains métiers, mais ça en a créé plein d'autres. Donc, je crois qu'il faut vraiment sortir. Et d'ailleurs, c'est une des parties du livre. On n'est ni dans l'IA magique ni dans l'IA tragique. On est ni dans Terminator ni dans le super robot qui va résoudre tous les problèmes. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Peut-être que ça n'existera jamais, ça je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça n'existe pas aujourd'hui. Donc vraiment, à mon avis, la bonne chose à faire pour les entreprises, c'est d'encourager les gens à l'utiliser, de former les collaborateurs pour leur expliquer aussi que voilà, c'est juste un modèle statistique, donc il faut quand même vérifier ce qu'ils racontent, que la donnée peut partir sur des serveurs étrangers et que dans certains cas, on ne le souhaite pas. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête, mais l'utiliser. Et en fait, on se rend compte que les gens qui l'utilisent au quotidien nous disent qu'ils vont gagner du temps sur la rédaction des emails, qui font du coup plus de fautes d'orthographe, qui vont pouvoir rédiger une synthèse en 1 minute alors qu'avant ça leur prenait 2 heures. Enfin, et donc ça, il faut vraiment que ça rentre dans la routine du travail. C'est vraiment ce que je disais au début. C'est comme Word ou c'est comme Excel. C'est un nouvel outil du travailleur du tertiaire. Donc Word et Excel ne nous ont pas remplacés, on continue à travailler, on en fait beaucoup d'ailleurs, du PowerPoint aussi. Voilà, ça nous a pas remplacés. Ce sont les outils du travailleur du tertiaire. J'insiste sur le côté tertiaire parce que également, il faut pas oublier qu'un plombier, ChatGPT fait pas son job. Un agriculteur, ChatGPT fait pas son job. Un serveur, ChatGPT fait pas son job. Je veux dire, il y a aussi plein de métiers qui ne sont pas impactés par ça. Donc voilà, en gros, tout ça pour dire un peu sortir de la fascination, sortir de l'angoisse du prochain modèle qui va nous remplacer. Non, c'est pas vrai. Ça reste un outil. Il y a plein de choses à faire avec, mais voilà, il faut savoir raison garder, quoi. Vivien, on t'entend pas. Oui, pardon, merci. Quels outils recommandez-vous, demande Francis, pour l'automatisation des outils en entreprise à l'ère de l'IA? Alors peut-être Michel, David, est-ce que vous avez des recommandations là-dessus? Alors, nous, on n'est pas des professionnels de l'IA. Par contre, ce qu'on constate, puisque les jeunes, effectivement, aujourd'hui, manipulent très très bien les ChatGPT, etc., on le voit. Eux, ils sont, entre guillemets, nés avec maintenant, quand ils arrivent en entreprise. Par contre, il y a une chose qui est sûre et auquel David est sensibilisé, c'est ce qu'il nous expliquait tout à l'heure, c'est que les infras, même pour nous, se complexifient beaucoup. L'ère du serveur, c'est fini. Maintenant, c'est combien de containers, c'est combien de hosts, c'est comment je vais orchestrer tout ça, comment je gère ma montée en charge. On a été obligé, nous, de réécrire un orchestrateur pour organiser en fait tout notre écosystème. On a fait des choix extrêmement techniques sur prendre des environnements virtuels plutôt que des machines virtuelles pour essayer d'économiser un peu la planète et à bénéficier de toute la performance dont on a besoin. Mais il n'y a pas de solution magique. C'est effectivement, nous, c'est comme ça qu'on a réfléchi aussi. Il y a un besoin. Comment on construit une infra pour répondre à ce besoin? On a besoin de performance. On a fait des choix. Il serait peut-être pas bon pour autre chose. Donc, il faut voir l'ensemble du problème. Son projet, c'est l'ensemble du problème, et je vais laisser David suivre. Mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Il faut faire attention, quoi. Oui, alors je vais pas recommander d'outils, faire de la pub à un outil en particulier. Je sais pas s'il y en a vraiment qui sortent du lot.
Et je ne sais pas exactement ce que vous entendez par outil. Alors, pour ceux qui ont un peu une compétence technique, bon, bah, c'est vrai qu'on est dans une situation où il y a beaucoup d'open source, énormément d'open source. C'est un monde, l'IA, où on a la chance qu'il y ait énormément de choses open source, beaucoup de modèles, beaucoup de technologies, ce qui n'est pas le cas pour tous les domaines. Donc, on peut apprendre ces choses-là. Donc, on peut apprendre à faire du Python, on peut apprendre là-dedans. Donc, si vous avez un peu une fibre technologique, ben, apprenez un peu ce que c'est que Python et comment lancer un modèle. Ok, ça peut être. Après, je sais pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais moi, je vais suivre tout ce qui est agent d'IA justement pour la partie automatisation. Donc, l'idée d'un agent, c'est une IA on lui demande de faire une tâche et il va découper la tâche elle-même et il va lui-même tout ça planifier ça. Donc ça, c'est quand même des concepts intéressants qui sont pas très très mûrs pour l'instant, mais qui ont une ambition assez monstrueuse. Donc, suivez ça pour la partie automatisation. Merci à tous les quatre, merci à tous les participants. On arrive à la fin de cette heure. Peter, Elias ou Eva, je vous repasse la parole. Merci à tous. Merci infiniment à tous les quatre. C'était très pertinent, très intéressant. Vous retrouverez donc le replay sur notre chaîne YouTube d'ici demain ou plus tard. Et puis, très belle journée à tous. Merci encore. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.